Je suis Jérôme Fourmanoir, j'ai travaillé sur la vie artistique à Boulogne-sur-Mer au XIXe siècle lors de mon master. C'est un travail qui a duré plus d'une année. Et il y a moins d'un an, donc j'ai décidé de publier ce travail, parce qu'effectivement, ce n'était pas seulement un travail pour moi, mais aussi une façon de participer à l'enrichissement de la ville. Un livre qui aujourd'hui comporte 4 parties. Dans le chapitre 4, donc j'aborde les artistes boulonnais, donc les artistes soit nés à Boulogne-sur-Mer ou de passage dans cette ville. Et je fais vraiment un focus précis sur le Delacroix, donc le Delacroix boulonnais, Auguste Delacroix. Donc après ce point sur les salons, j'ai fait un grand dernier chapitre, un chapitre intitulé Les artistes et le boulonnais. Et j'ai une première citation à vous indiquer, j'aime bien l'indiquer à chaque fois pour aussi mettre toujours en avant Boulogne-sur-Mer et son patrimoine. Une citation qui date de 1862, donc vous voyez, on est déjà à la moitié du 19e siècle. Une citation du sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne, donc quelqu'un qui est quand même assez important pour l'époque. Et donc on avait en 62 donc, une exposition de la Société des Amis des Arts, un compte-rendu. Et donc dans ce compte-rendu, le sous-préfet de l'arrondissement écrit « Laissez-moi la satisfaction de vous révéler un renseignement statistique que votre modestie ignore sans doute. C'est que la ville de Boulogne est la ville du Nord qui a l'honneur de posséder le plus grand nombre d'artistes. » Effectivement, donc une grande fierté boulonnaise, on a un attachement à ces artistes et à tous ces artistes boulonnais. Donc dans un premier temps, on a une série d'artistes comme ça qui sont présents à Boulogne-sur-Mer parce que, une fois de plus, Napoléon a fait sortir la ville de l'anonymat. Et on est aussi à l'époque où il y a des grandes séries de peintures qui sont faites sur tous les ports de France, sur tout le littoral français. Et Eugène Isabey donc, est présent plusieurs fois dans la ville, il peint plusieurs peintures, on a des peintures et également des dessins. On a une vue du port de Boulogne-sur-Mer prise de la mer en 1843. Vous voyez le côté très intéressant, cette fois-ci on n'est pas à Boulogne-sur-Mer, on est sur un bateau, on est en extérieur, et on voit comme ça ce bateau entrer dans la rade de Boulogne avec tout le paysage boulonnais dans le fond de la composition. Dans une autre peinture, il nous présente une fois de plus la ville de Boulogne vue de l'extérieur. On a vraiment les remparts très présents. Bien sûr, il n'y a que le beffroi qui est présent, la cathédrale n'existe pas à l'époque. Donc on a vraiment donc, en parallèle donc, la Liane, la Basse-Ville et la Haute-Ville de Sainte par les remparts. Ce qui est intéressant aussi dans ces prémices, c'est de noter la présence de tous ces artistes anglais. Les artistes anglais ont été bloqués pendant tout le Premier Empire du côté anglais. Le blocus continental les empêchait de venir en France. Dans un premier temps, certaines œuvres ont circulé parfois plus vite que les artistes, mais les artistes ont ensuite pu venir. C'est notamment le cas de Richard Parkes Bonington. Bonington est un artiste qui est mort assez jeune, il est mort à moins d'une trentaine d'années, mais un artiste qui a vraiment une très bonne pratique, une pratique qu'il a appris du côté anglais. Donc il est né dans les environs du sud de l'Angleterre. Il a été l'élève d'un peintre français, justement, le peintre Louis Francia, qui lui s'était installé en Angleterre. Donc vous voyez, un artiste anglais qui apprend auprès d'un artiste français installé en Angleterre. Et cet artiste français installé en Angleterre, qu'est-ce qu'il lui apprend? Il lui apprend l'aquarelle. Et l'aquarelle, c'est vraiment quelque chose qui va complètement bouleverser et révolutionner la peinture de paysage au XIXe siècle. Cette aquarelle permet aux artistes d'avoir de nouveaux effets de lumière, de nouveaux effets de rendu, d'atmosphère, de couleur. Et tous ces artistes anglais vont importer cette technique en France, qui influencera bien sûr d'autres par la suite. Et ici, je vous ai mis cette peinture marché aux poissons près de Boulogne. On est bien sûr près de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'était un port, c'était pas un port d'échouage comme il pouvait exister à Berck. Et on voit cette peinture qui est tout à fait admirable. Dans la partie droite, vous voyez ce pur paysage. On est vraiment dans quelque chose de sensationnel, en lien avec l'atmosphère, en lien avec une certaine ambiance. L'artiste maîtrise tellement l'aquarelle qu'on a vraiment l'impression d'un rendu justement d'aquarelle sur cette peinture. Et au centre, vous avez donc ce débarquement de poissons avec toutes ces femmes qui viennent descendre le poisson. Elles ont des touches qui les mettent justement en avant. On voit le fichu rouge, le tablier rouge qui justement les valorise sur cette atmosphère, sur cette ambiance.
Et au premier plan, vous voyez ce poisson, c'est vraiment une superbe nature morte. Le poisson est encore brillant, on a l'impression même que l'artiste aurait collé un poisson sur la toile, tellement il maîtrise son art, tellement il maîtrise le rendu. Un poisson encore brillant, encore humide, avec le sang sur ce poisson. Un autre artiste anglais va séjourner dans les environs. On a le peintre Turner. Turner, à ce grand nom encore aujourd'hui anglais, va venir plusieurs fois dans la région. Il va notamment peindre la porte Gaillol. C'est intéressant de voir aussi à quoi ressemblait la porte Gaillol à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus ce bâtiment qui la surmonte. Ce bâtiment a été détruit. Donc on a une trace, grâce à lui, de l'aspect de cette porte en 1825. Donc, un artiste qui a produit à la fois donc, des peintures et des dessins sur le littoral. Donc par la suite, après ces premiers grands noms qui viennent bien sûr butiner dans le boulonnais, on a des artistes boulonnais qui vont faire leur carrière sur place. On a Julie Gaubert, une artiste femme, une artiste intéressante, qui a donc un lien bien sûr avec Henri Toussaint Gaubert, et une artiste qui va vraiment se consacrer au port de Boulogne-sur-Mer. J'ai retrouvé 2 peintures de cet artiste qui montrent notamment les premiers bains de mer à Boulogne-sur-Mer. On a ce principe de voitures attelées, de cabines attelées, où les femmes marins tiraient cette charrette avec un cheval pour amener les femmes dans l'eau, pour justement ne pas avoir à traverser toute cette plage en maillot de bain pour aller prendre les eaux. Et une autre toile qui est quand même assez proche de ce qu'a pu faire Isabey, donc un navire entrant dans le port de Boulogne-sur-Mer. On a vraiment le même point de vue qu'Isabey, mais avec quelques variantes. À cette époque encore, Boulogne-sur-Mer est le port d'entrée vers la France. On a les échanges entre la France et l'Angleterre qui se passent par Boulogne-sur-Mer. On sait que Napoléon III, la première tentative de coup d'État qu'il a fait, c'est bien sûr par le biais de Boulogne-sur-Mer. Et quand Victoria vient rendre visite à Napoléon III en 1855, une fois de plus, c'est par le pied de Boulogne-sur-Mer qu'elle arrive. Et vous avez le peintre donc, Louis Armand qui présente dans un grand format, donc une peinture de 1 mètre sur 2 mètres, cette arrivée de la reine Victoria à Boulogne-sur-Mer, avec notamment, très intéressant, l'ancien établissement des bains dans le fond de la composition. Tout ça va nous amener à un foyer de paysagiste boulonnais, avec quelques grands noms dans un premier temps qui vont une fois de plus mettre en avant la ville. Je vous ai cité Manet, mais il y a bien sûr également Corot. Corot va venir plusieurs fois dans la ville. Il va peindre la Haute-Ville, il va peindre justement les remparts, il va peindre cette peinture, donc Boulogne-sur-Mer, Sentier creux, dominé par les arbres, du toile tout à fait dans le goût de l'artiste. Vous voyez un plein paysage avec juste une figure pour nous donner un rendu d'échelle, si je puis dire, à la composition, et l'éternelle vache que Corot place dans ses compositions. On l'a également à Ville-d'Avray, cette vache, on l'a également dans l'Artois, on l'a autour du Douaisis. Et une autre peinture que le musée a acquis il y a quelques années, Boulogne-sur-Mer, un coin de la ville. Et effectivement, le titre a été erroné, c'est pas du tout Boulogne-sur-Mer, c'est plutôt 8000. On voit l'aspect de la ville, il n'y a pas la liane, il n'y a pas donc, tout ce paysage boulonnais, on est vraiment juste à côté. Et le deuxième artiste donc, qui fait phare et qui initie ce foyer de paysagiste aussi, c'est bien sûr Édouard Manet. Donc, je vous ai remis Clair de Lune sur le port de Boulogne. Il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, il y a déjà une exposition entièrement consacrée sur elle à Boulogne. Manet vient à Boulogne-sur-Mer à plusieurs reprises. Il y vient dans un premier temps pour fuir un peu les déboires qu'il a à Paris, mais aussi parce que Boulogne-sur-Mer est la station balnéaire à l'époque la plus connue et reconnue. Et donc, par le biais du chemin de fer, on pouvait accéder facilement à Boulogne. Il va y séjourner plusieurs fois. Ce qu'il va peu apprécier à force de venir et revenir, c'est le développement de la ville, c'est de retrouver justement entre guillemets, toutes les personnes qui ne souhaitaient pas voir à Paris et l'ambiance qu'ils ne souhaitaient pas voir à Paris, il la retrouve à Boulogne-sur-Mer, parce que Boulogne-sur-Mer est devenue cette ville balnéaire, et c'est de ce fait-là où il va stopper ses venues à Boulogne pour se déplacer à Berck, où là aussi il va beaucoup produire. Donc, à Berck, il a bien sûr peint cette toile en clair de lune sur le port de Boulogne. C'est là aussi où il a trouvé l'inspiration pour le balcon, donc le balcon peint également dans la basse ville, et où on a Berthe Morisot qui pose comme ça sur sa composition, donc une toile qu'il croque, qu'il esquisse à Boulogne et qu'il réalise à Paris en atelier.
Et encore beaucoup d'autres toiles. Il a peint des natures mortes présentant des poissons, il a peint des parties de croquet, il a peint le départ du bateau pour Folkestone, et également donc ici une vue de la digue, donc le port de Boulogne, toujours en 1869. Et bien sûr, ce nom et cet entourage, ces deux noms et l'entourage qu'ils avaient à Paris, va amener d'autres artistes aussi à venir sur le littoral. On a Berthe Morisot aussi qui est venu à Boulogne-sur-Mer, qui a peint donc cette sortie du port de Boulogne-sur-Mer en 1880. Et également donc l'ami Carolus Durand, qui va venir plusieurs fois à Boulogne-sur-Mer et qui va notamment peindre Audrecel, donc juste à côté. Et donc deux toiles qu'il a réalisées en 1869 sont présentes dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille. Pour vraiment les artistes boulonnais, donc on a des artistes qui ont soit été formés à Boulogne, ou soit dont on a peu de traces de leur enseignement. Peut-être qu'il s'agit d'artistes autodidactes, mais c'est quand même assez dur à imaginer, puisque vraiment ils maîtrisent leur art, ils ont une très bonne pratique. Donc vous avez notamment donc Hubert Eugène Bénard, qui a beaucoup produit sur le littoral. Ici, Côte Rocheuse animée à Boulogne-sur-Mer. On est en 1855 et on retrouve déjà cette aspiration qu'on retrouvera ensuite à 800 avec le foyer de 800 et tous ces artistes qui vont peindre justement des scènes d'échouage à Boulogne. Balin, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, donc l'artiste qui a fait une partie de sa carrière en France et en Angleterre, un très bon artiste qui maîtrise la gravure et l'eau forte. Et ensuite, donc, on arrive à toute cette génération de peintres boulonnais, des noms qui nous parlent parce que nous sommes boulonnais, mais qui n'ont pas une grande renommée au niveau de la France, mais qui par contre maîtrisent leur art et qui parfois présentaient justement leurs œuvres également en dehors de Boulogne, à Paris. C'est le cas de Arthur-Henri Bonnefoy, avec cette peinture Matinée de septembre environ de Boulogne-sur-Mer, une toile qui est présentée au salon et qui est ensuite achetée par l'État, et l'État l'a déposée au musée des Augustins à Toulouse. Donc un artiste qui a l'avantage d'être présent à Boulogne-sur-Mer sous toutes les atmosphères. Donc on a des vues d'été, d'hiver, d'automne, de printemps, sous le soleil, sous la neige. Donc effectivement là vous avez un promeneur dans la campagne boulonnaise. Donc c'est aussi intéressant de voir tous ces artistes qui sont présents à toutes les époques et qui nous montrent notre Boulonnais sous tous les aspects. Un autre artiste, Albert Aimé Declercq, donc, qui est à la fois sculpteur et peintre, lui aussi a beaucoup produit dans les environs. Il a produit des peintures sur le Mont Saint-Frieux, donc l'espace dunaire entre Boulogne et Étaples, et qui est vraiment aussi un bon paysagiste, où on voit comme ça plusieurs fois apparaître par an des toiles de l'artiste sur le marché de l'art. Des artistes d'un peu plus loin venaient aussi de passage sur le littoral. Vous avez le Lillois Jules Deneulin, qui venait séjourner sur le littoral. C'était aussi un ami de Carolus Durand, donc peut-être qu'il avait connaissance de cette ville par le biais de cet artiste. Antoine Chintrel, qui va beaucoup séjourner à Équien. On a comme ça plusieurs vues des falaises d'Équien avec la mer en contrebas produite par l'artiste. Une artiste qui était tout aussi intéressante quand j'ai fait ce recensement des artistes qui ont peint le Boulogne-sur-Mer, c'est Joséphine Bauss. Donc Joséphine Bauss, c'est une artiste qu'on a complètement aujourd'hui oubliée, mais une artiste qui est très intéressante par son parcours de vie. Une artiste qui est à la base danseuse, elle est sur Paris, une danseuse qui peut mêler aussi un peu la fille de joie, si je puis dire, et qui rencontre le riche lord anglais, qui rencontre le lord Bowes, donc vraiment une très très grande famille anglaise, et les deux vont tomber sous le charme. Le lord Bowes, c'est pas le lord, comment dire, le premier-né, c'est pas celui qui va hériter toute la fortune, c'est celui un peu le fils cadet. Et le lord de Bowes va faire beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Angleterre. Donc Joséphine va le suivre, mais Joséphine a juste une trouille énorme de prendre le bateau, et du coup elle s'arrête du côté boulonnais, et pendant que le mari est présent en Angleterre, elle reste sur le littoral, et elle produit comme ça un ensemble de peintures sur le boulonnais. Et bien sûr, à la mort de l'artiste et du lord, ils ont fait une grande donation de tout leur ensemble, de leur patrimoine, que ce soit leur propriété et leur collection. Et c'est pour ça que dans ce musée, donc, à Bernard Castle en Angleterre, vous avez encore plusieurs éléments du patrimoine boulonnais présents dans les collections. Un autre artiste de passage, donc vous avez notamment Albert-Marie Lebourg, qui présente cette peinture. Je l'ai relevé aussi pour cet aspect typique de chez nous qui nous parle justement. On est sur la plage de Boulogne-sur-Mer, et une fois de plus on a cette voiture attelée qui permet d'aller prendre les bains dans la mer.
Et j'avais fait un petit focus également sur un artiste qui moi m'est très cher, Jean-Charles Cazin. Il n'y a pas spécialement de lien avec Boulogne-sur-Mer, il y a plutôt un lien avec Équien, mais comment dissocier Équien de Boulogne-sur-Mer à l'époque, enfin il y a encore aujourd'hui. Géographiquement c'est vraiment la ville très proche, et j'avais mis quelques mots donc, sur cet artiste, Jean-Charles Cazin, une carrière aujourd'hui totalement méconnue, mais un artiste très important quand on connaît l'intégralité de sa pratique, de ses œuvres produites, un artiste qui a une renommée internationale à l'époque, qui est même à l'époque parfois plus connu par les Américains que les Français, un artiste justement considéré, on a des traces de courriers d'époque de collectionneurs, des collectionneurs qui mettaient totalement en avant Cazin par rapport à Monet. Aujourd'hui on a Monet, les expositions Monet cartonnent, alors que Cazin à l'époque c'était vraiment légal, voire l'artiste considéré majeur par rapport à Monet. Un artiste qui a beaucoup produit sur le littoral, qui a produit également en forêt de Fontainebleau, et qui a également produit dans le sud de la France. Il est mort au Lavandou, là où il avait une autre propriété pour des raisons de santé. Un artiste qui a produit donc dans un premier temps des scènes religieuses, qui étaient tout à fait typiques de l'artiste, puisqu'il plaçait ces scènes religieuses dans les environs, au lieu de mettre Tobie et l'Ange en pleine Palestine, il mettait Tobie et l'Ange dans le Saint-Frieux, donc rien à voir avec la Palestine. Et un artiste aussi, par la renommée qu'il avait à Paris, par le réseau qu'il avait, il était ami de Rodin, il avait fait l'école d'Horace Lecoq de Bois-Baudouin à Paris, la petite école, et il avait rencontré tous ces artistes comme Rodin, comme Legros, et tous ces artistes, tous ses amis, Fontaine-Latour, de Taille, tous les grands noms de l'époque étaient amis avec lui, et certains donc venaient lui rendre visite à Équien, donc aussi ensuite séjourner dans le Boulonnais. Et je terminais sur Cazin en présentant l'un de ses élèves, l'un des rares artistes qui se réfère comme élève de Cazin, donc Louis-Antoine Leclerc, qui lui aussi a mis en avant cette pratique de la peinture intimiste, vraiment où on a un effet d'atmosphère, un effet vraiment de recueillement, comme ici face à cette maternité. Et enfin, le dernier point abordé dans mon ouvrage, c'était une personne que j'apprécie aussi énormément par la générosité qu'il a pu avoir, c'est le collectionneur Charles Lebeau. Donc Charles Lebeau qui est cet entrepreneur boulonnais, bien sûr une fortune et une famille très connue dans le Boulonnais au XIXe siècle, une famille qui était marchand, qui commerçait le bois, et qui ensuite a pu avoir une certaine aisance pour se former une collection tout à fait importante. C'est aujourd'hui une bonne partie des œuvres du 19e siècle viennent de sa collection, puisqu'effectivement il vivait entre Boulogne-sur-Mer et Paris. À Paris, il avait une maison de vente avec sa résidence principale, qui est aujourd'hui encore présente. C'est un hôtel particulier enfin pas un hôtel particulier, c'est un immeuble haussmannien qui est présent juste en face des Galeries Lafayette à Paris, donc sur le boulevard Haussmann, donc vraiment une adresse très prestigieuse pour l'époque. Et un artiste qui meurt sans enfant en 1916 et qui a la générosité d'offrir l'intégralité de sa collection d'œuvres d'art au musée et sa bibliothèque à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer. Donc une collection qui ne sera pas installée en 1916, ça se comprend, et heureusement d'ailleurs, on est en pleine Première Guerre mondiale, des collections sont laissées en caisse, et les collections seront présentes qu'à partir de 1926 au musée de Boulogne-sur-Mer. Donc ici vous avez une photographie de l'époque, vous voyez on est encore dans le musée Grand Rue, on n'est pas encore dans le château, et on est vraiment dans l'accrochage typique fin 19e, début 20e, un accrochage vraiment très dense. On a vraiment dans une pièce quasiment à touche-touche tous les œuvres de cette collection. On n'hésitait pas à l'époque de présenter les dessins, on n'avait pas les mêmes normes et les mêmes soucis de conservation qu'aujourd'hui. Et vraiment un accrochage très dense qui mêle à la fois les objets, les chaises, les secrétaires, les bureaux, les tableaux, les sculptures, les céramiques. Donc vraiment un accrochage très dense. Et si on regarde point par point des œuvres de cette collection, on voit que le collectionneur connaissait tous ces artistes. Il y a plusieurs objets qui sont signés et dédicacés directement à l'artiste. Émile Gallet, le grand Émile Gallet, était un ami du collectionneur. On voit des œuvres comme ici ce vase fait pour Charles Lebeau, donc vraiment c'est une commande qui a été passée, un échange qui a eu lieu autour de cet objet. Et il était également l'ami d'Auguste Rodin, ou du moins une connaissance.
une connaissance quand même poussée, puisqu'on a encore aujourd'hui au sein de la documentation du musée Rodin à Paris, des échanges entre Lebeau et Rodin, où justement euh, Lebeau passe commande de certaines sculptures, comme ici l'enfant prodige. L'enfant prodige, c'est une sculpture qui fait partie de la porte des enfers, et normalement, face à la main droite de cette sculpture, vous devez aboutir à une autre sculpture. La main devait recouvrir un sein, et on voit comment le collectionneur passe commande à l'artiste et qui lui précise qu'il veut que la main soit retournée. Donc vraiment une œuvre qui lui sera unique que pour lui, il n'y en aura pas d'autre pour d'autres personnes, vraiment une œuvre prévue que pour ces collectionneurs. On voit aussi dans ces correspondances comment Lebeau se considère. On sait qu'il y a une commande qui s'est assez mal passée. Le livreur a déposé la sculpture chez Lebeau. Lebeau n'était pas présent et le livreur a voulu être payé immédiatement tout de suite sans la présence de Lebeau. Et lui, ça l'a un peu embêté. D'habitude, apparemment, il y avait un accord qui était conclu. Lebeau se rendait chez Rodin, ils échangeaient, ils réglaient la commande. Et là, vraiment, il n'est pas content de cet événement. On voit qu'il se met vraiment en avant en disant comment le livreur a pu agir comme un simple livreur du bon marché, alors qu'effectivement, c'est pas le bon marché, c'est normalement Rodin qui produit. Et ce collectionneur aussi avait dans son entourage vraiment des artistes très proches, au point qu'ils vont toucher son intimité. On a deux artistes qui vont être témoins de son mariage, deux artistes de ce fait-là boulonnais. Francis Tadgrin qui va être son témoin de mariage. Donc là aussi, on a beaucoup de peintures qui lui sont dédicacées, notamment ici l'épave humaine. Vous avez la dédicace bien affectueux souvenir à l'ami Lebeau. Et vous avez également François de Montholon qui est témoin de ce mariage, donc lui aussi un artiste qui était à la fois en Île-de-France et sur le littoral, et un artiste qui sort du lot pour l'époque. Il avait des problèmes de santé, il avait des problèmes au niveau des bras, et il peignait appareillé, donc son pinceau n'était pas tenu par ses mains, mais tenu par un appareillage. Et quand on voit avec quelle finesse il pouvait réaliser ses œuvres, on voit vraiment un artiste qui maîtrise tout à fait son art. Et un dernier point également, Lebeau était un très bon chasseur. Et justement, dans un recueil qui présente les meilleurs chasseurs de l'époque, il y a un article qui est directement consacré à Charles Lebeau. Et vous voyez sur cette peinture de Francis Tadgrin, Effet de neige d'une de La Rochelle près de Berck-sur-Mer, on voit Tadgrin qui présente dans la composition un chasseur et son chien. On peut justement imaginer que c'est directement Lebeau qui est présent. Les deux étaient présents dans une partie de chasse, puisque Francis Tadgrin chassait aussi. Et c'est peut-être à ce moment-là que Tadgrin l'a portraituré dans cette peinture. Et ceci nous amène donc au dernier focus de ce livre. Donc j'ai fait un focus directement consacré à une seule personne, Auguste Delacroix. Et c'était intéressant d'intituler le Delacroix boulonnais, parce qu'effectivement, quand on parle de Delacroix, on pense tout de suite à Eugène Delacroix, on pense à cette liberté guidant le peuple, à ce très grand artiste. Effectivement, il y a eu un autre Delacroix, un Delacroix boulonnais. Un Delacroix boulonnais qui s'est essentiellement consacré à son travail de peintre, donc qui a peint tout le littoral. Notamment ici, vous avez cette vue qui est tout à fait intéressante, vue de Boulogne-sur-Mer en 1832. Dans un très grand corpus que j'ai pu constituer sur Boulogne-sur-Mer, c'est l'une des rares peintures où on voit la colonne de la Grande Armée présente. D'habitude, cet élément est soit vraiment mis en avant, donc en cadrage serré, ou soit il n'apparaît pas dans la composition, alors que là, vraiment, il est présent dans cette composition, et il rythme à la fois la composition avec le beffroi qui dépasse de la Haute-Ville et Saint-Nicolas en Basse-Ville. Donc, un artiste qui a beaucoup produit sur le Boulonnais. On a donc bien sûr plusieurs ports présents dans les collections de Boulogne, des débarquements de poissons, mais il a peint également le littoral normand. On sait également qu'il est allé vers le sud, il est allé vers la côte basque, et également on a sa présence au Maroc et en Algérie. Donc comme le grand Eugène Delacroix, lui aussi a fait le voyage en Orient. Donc vous voyez donc un livre qui est assez important pour moi, qui m'a tenu à cœur pendant plusieurs années, et un livre où j'ai vraiment souhaité mettre en avant donc tout ce patrimoine boulonnais. Aujourd'hui encore, on a à Boulogne-sur-Mer le musée, mais sans accompagnement, on n'arrive pas à comprendre la richesse et l'émulation qu'il y a pu avoir au XIXe siècle. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Ça baigne dans un contexte artistique, culturel, historique très dense. On a donc Napoléon qui fait rentrer la ville dans l'histoire, dans la légende.
Ensuite, vous avez ces masses de tourisme qui vont se succéder tout le long du 19e siècle. Il ne faut pas oublier que de Boulogne-sur-Mer, on pouvait partir vers les États-Unis, vers l'Algérie, vers l'Amérique du Sud. Donc tous ces paquebots drainaient des foules qui venaient justement profiter de cette saison. Et au sein de cette saison, donc, il y avait bien sûr une place importante aux arts, donc soutenus par la municipalité. La municipalité a quand même beaucoup encouragé les sociétés artistiques à l'époque, les a financées, les a permis d'exister tout au long du 19e siècle. Un musée qui pouvait justement conserver la production de ces artistes. Et les artistes donc, qui sont présents à Boulogne-sur-Mer par le biais de leur naissance, ça va de soi, mais également des artistes qui venaient sur place, parce que bien sûr, à Boulogne-sur-Mer, on avait encore cette authenticité, la ville se développait, mais la pêche et la marine étaient encore très présentes, l'industrie arrive que bien plus tard, donc on venait encore pour voir l'authentique, le typique, et ça a donc formé le goût pour toutes ces jeunes générations d'artistes, également le goût de collectionneurs comme ce Charles Lebeau.